Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, Alexis Corbière, député de Seine-Saint-Denis. Alexis Corbière, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Je vais commencer avec l'annonce d'Emmanuel Macron concernant l'État palestinien. La France reconnaîtra un État palestinien en juin, sans le Hamas, a dit Emmanuel Macron. Mais le Hamas a tout de suite répondu, étape importante, comme le dit le Hamas, Alexis Corbière. Bon, le Hamas est une organisation évidemment que je ne soutiens pas et qui participe à sa manière au malheur du peuple palestinien. Mais l'horreur de ce qui se passe actuellement, en particulier à Gaza, doit rester en permanence dans notre esprit. Ce massacre d'une partie de la population qui est absurde, qui ne fait que rajouter de la violence à une situation déjà terrible, qui ne rend pas du tout... qui n'est pas utile à la libération des otages, qui reste aussi un de nos objectifs. Il faut aller vers la paix. Et évidemment, la reconnaissance de l'État palestinien est une étape importante. Nous la réclamons, la gauche la réclame depuis longtemps. Plusieurs pays l'ont fait, 140 pays me semble-t-il, je ne sais plus combien, on corrigera si je me trompe, mais vraiment ce ne serait pas exceptionnel. Et cela permettrait qu'on puisse travailler à des solutions diplomatiques. Je suis favorable à une solution à 2 États. Oui, mais à condition, Emmanuel Macron ajoute, à condition que tous les pays arabes reconnaissent l'existence d'Israël. Vous êtes d'accord ? Non, mais pourquoi mettre des conditions ? La France n'a pas conditionné sa diplomatie en fonction de ce que font d'autres pays. Nous sommes un pays qui est important du point de vue... on doit reconnaître un État palestinien sans qu'il y ait de l'autre côté reconnaissance de l'existence d'Israël. Si il y a reconnaissance, tant mieux. Si on peut aider diplomatiquement à ce qu'il y ait une reconnaissance, dans quel but ? De créer les conditions que cette région du monde cesse d'être un brasier permanent qui peut s'enflammer, qui s'enflamme actuellement, où il y a des massacres. Tout de même, près de 50 000 personnes qui ont perdu la vie, près de 20 000 enfants, dit-on, on n'a jamais vu ça. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est la trappe sanglante dans laquelle la région est en train de tomber. Et des générations, des dizaines de générations qui suivront, qui vont être habitées d'une haine. Moi, je suis pour la paix entre le peuple palestinien, la paix entre le peuple israélien. Il n'y aura pas de paix sans justice, c'est-à-dire sans la possibilité d'un développement de chaque pays. Israël a droit à la sécurité, les Palestiniens ont le droit d'avoir un État. Et monsieur Netanyahou est un homme violent, dans un gang d'extrême droite, qui est dans une fuite en avant, y compris pour des raisons internes, à ce qui se passe en Israël. Je rappelle qu'il y a je crois tous les vendredis des manifestations puissantes des Israéliens contre monsieur Netanyahou, notamment en raison de sa politique violente qui ne permet pas la libération des otages, mais pas seulement. Il y a un scandale, il y a un Qatargate actuellement contre monsieur Netanyahou qui semble avoir touché de l'argent de la part du Qatar et d'être un homme corrompu. Donc il y a une situation où on a l'impression que la guerre, encore plus de guerre, est aussi une fuite en avant interne qui est sanglante. Et cela ne peut pas durer. Je rappelle aussi que la Cour de justice internationale a prononcé des choses très très dures contre monsieur Netanyahou, qui devrait rendre des comptes. Donc il y a là quelque chose où la France... Mais il a survolé d'ailleurs l'espace aérien français. Oui, ce que je trouve... je veux dire, on va en parler sur la suite. S'il n'y a plus de règles internationales, s'il n'y a plus de droit international, c'est le retour des puissances et des puissances agressives. Si chaque fois on va expliquer, c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Oui, c'est le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous entrons. Nous sommes en train de basculer avec fracas, un nouveau monde. Et nous aspirons tous, comme on dit parfois, à un nouveau monde, mais celui qui se dessine devant nous est très très inquiétant. Et si on devait le résumer, je crois que je viens de le faire dans une phrase. Si on laisse faire, c'est un monde sans droit, sans règles, où c'est uniquement les puissants qui décident ce qu'ils ont à faire. On le voit avec M. Trump, on le voit avec M. Netanyahou, on le voit avec M. Poutine. C'est-à-dire que toutes les instances fragiles, mais que nous avions réussi à bâtir au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Nations Unies, le droit international, alors y compris ce que nous faisions autour du climat. Tous ces gens-là ont pour caractéristique de dire « je m'en fiche, je fais ce que je veux et j'impose ». Même chose pour monsieur Xi Jinping. Exactement, bien même entendu. Chose, je vous dis ça mais même attendez, je vais le dire très clairement. La Chine est aujourd'hui évidemment une puissance fondamentalement antidémocratique. On est d'accord. Ça n'a rien à voir avec une quelconque rapport au socialisme ou au communisme. C'est un pays autoritaire. Enfin. Non, mais je dis du point de vue de l'idée que... Le communisme, c'est pas la démocratie, pardon. Dans l'idée que je m'en fais, oui. Mais enfin, passons... d'accord. Bon. Non, mais moi, je suis pour, oui. Les communistes sont des démocrates. Oui, du point de vue, oui, bien sûr, normalement, oui. Pourquoi vous le... Parce que dans l'histoire, ils ne l'ont pas montré. Oui, alors, voilà, on pourrait expliquer comment le stalinisme ou ce qui s'est passé le maoïsme. Enfin, c'est pas le sujet. Non, mais c'est une réalité. Je ne me réclame pas... Il n'y a pas un régime qui a fait plus de morts que le stalinisme. C'est une horreur, et une étoile jumelle. 80 millions
ou moins. Oui, non, mais cela n'a strictement rien à voir avec l'idéal qui avait amené notamment la révolution d'octobre. Oui. Mais tout cela a dégénéré et devenu un État autoritaire et totalitaire. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que là où vous avez raison, pour revenir au droit international, c'est que toutes ces puissances quand même, et c'est assez préoccupant, y compris on pourrait discuter de ce qui se passe en Inde, mais la Chine ont un rapport à la démocratie de plus en plus distant, que ce soit M. Poutine et même les États-Unis d'Amérique. Ce que l'on découvre hébété, c'est que ce pays qui était censé être un pays qui était, comment dirais-je, un phare de la liberté, etc., est en train de basculer. En route vers la dictature, pour vous ? Il y a des traits extrêmement autoritaires et violents. On va parler sans doute des droits de douane, mais avant même de commencer, combien ils ont expulsé 530 000 latino-américains qui ont été aujourd'hui en situation d'expulsion dans des conditions extrêmement brutales. Vous avez vu comment... Ils sont pas tous expulsés. Ils sont pas expulsés parce qu'il a des difficultés, justement. Oui, mais on a vu quand même des documentaires et des images. Moi, j'ai vu ça, y compris d'un monsieur, vous l'avez peut-être vu, qui était un électeur de Donald Trump et qui avait une compagne qui était une épouse d'ailleurs latino-américaine et qui, je crois, n'a même pas pu revenir sur le territoire américain, et son épouse s'est fait expulser. Enfin, je veux dire, même des électeurs de Donald Trump mesurent le caractère fou de sa politique. Bon, et après, on va rentrer dans le dur. Sur le plan économique, c'est le retour d'une puissance qui fait fi de toute règle internationale et qui veut s'imposer par la force et les rapports de force. Nous, l'Europe, qui doit être unie, vous en convenez, vous aussi, il faut absolument une Europe unie, doit-elle, elle aussi, imposer des droits de douane plus importants, avec la Chine, par exemple, parce que, attention, la Chine, qui n'a plus les consommateurs américains, puisque les droits de douane sont tellement forts que les Chinois ne vont plus se tourner vers les consommateurs américains, mais plutôt vers les Européens, est-ce que là, il y a un danger, et que devons-nous faire ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque ? Ah, mais il y a des risques. La situation, du point de vue mondial, est inflammable. Et vous savez, quand les guerres économiques commencent, ça peut, souvent, l'histoire nous l'apprend, se terminer en guerre tout court. Oui. Donc, nous sommes en danger d'un point de vue mondial. Et il est temps d'avoir du sang-froid et d'agir pour essayer d'apaiser la situation et de bâtir de nouvelles règles. D'abord, pour aller très vite, je pense que le principal adversaire des États-Unis, on vient de le comprendre depuis peu, c'est la Chine. Mais oui. C'est la Chine. Mais oui, et tout ce que fait M. Trump, y compris en direction de Poutine, visait à détacher Poutine en quelque sorte d'un accord vis-à-vis de la Chine, et il travaille à ça. Il veut en quelque sorte discipliner, mater l'ensemble des autres pays pour créer un halo autour de lui, d'accords, de pays soumis, dans une volonté de confrontation avec la Chine. D'accord ? Et la Chine est une puissance, et si deux puissances de telle ampleur s'affrontent, alors le monde est en danger. Petit 1. Petit 2, il ne s'agirait pas, là, vis-à-vis des droits de douane extrêmement agressifs que met Donald Trump, d'avoir pour réponse d'être plus Trump que Trump. On ne s'en sortira pas là-dessus. Je suis favorable à des mesures protectionnistes indiscutablement. Oui, vous l'avez toujours été, la gauche a toujours été. Je suis pour qu'on discute. Donc vous devriez applaudir Trump d'ailleurs. Mais attention, non, moi ce que je pense, c'est qu'il nous montre effectivement le fait qu'il faut en finir avec la naïveté, l'OMC, la manière dont on avait défini ces 30 dernières années, des règles internationales, il y aura l'atelier du monde à tel endroit, nous comme on est plus intelligents, on va être... Bon, et on s'aperçoit que tout ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut rebâtir de nouvelles règles internationales. Il y a un organisme qui existe depuis 1964 qui s'appelle la CNUSED, qui est lié aux Nations Unies. 164 pays en font partie. Le but, c'est de bâtir des règles d'échanges commerciaux entre les pays. Il serait temps, par exemple, c'est cette proposition que je fais, de réactiver cet organisme pour dire que d'un point de vue international, il faut rebâtir d'autres règles. Ça ne peut pas être les règles de la toute-puissance de pays qui imposent aux autres, tel qu'on le voit aujourd'hui, des droits de douane de manière... Encore par ailleurs, faut-il que ces pays tout-puissants acceptent oui, mais d'appliquer des règles. D'accord. Si nous n'avons pas une réponse internationale qui vise à mettre tout le monde autour de la table, à bâtir du nouveau droit, à ne pas dire attention, Monsieur Trump met en cause le droit ancien, on veut réactiver le passé, on n'aura pas de partenaire parce que le monde était déjà inégalitaire, profondément inégalitaire. Donc là, il y a une situation qui est dangereuse. Et nous, on doit, bien sûr, être dans une réponse, on va pas être les naïfs de l'histoire, défendre notre outil industriel, peut-être qu'on va en parler, mais quand je vois notamment des entreprises stratégiques... Vancorex, je pense aux salariés, aux près de 300 salariés. Oui. Vancorex est une entreprise... Vous en avez sans doute déjà parlé, qui est stratégique. Nous en avons besoin, notamment de la chimie, du sel, notamment pour notre indépendance sur le nucléaire, et même le nucléaire militaire. Donc on ne parle pas de petites choses. Cette entreprise, depuis la décision d'hier, est en train de basculer entre les mains d'un investisseur chinois. À qui appartenait-elle ? Qui appartenait Vancorex ? Mais
elle n'était pas une entreprise totalement française. Ça, c'est pas le sujet. Qui était le patron? Qui était propriétaire de Vancorex? J'ai oublié le nom du... Moi, je vais vous dire, c'était des Thaïlandais. Oui, mais... Donc, on passe de la Thaïlande à la Chine. Non, mais... Et oui. Mais qu'est-ce que ça change? Mais attendez. Qu'est-ce que ça change? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand... Soit on ne change rien avec le passé, on continue comme avant. Une entreprise stratégique, à l'heure où le président de la République nous dit que nous sommes rentrés dans un nouveau monde, et je suis d'accord avec lui, et vous aussi, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Un nouveau monde dans lequel notre indépendance est une question stratégique. On vient de définir tous les deux, on est plutôt d'accord qu'on va entrer dans un monde de tension entre la Chine et les États-Unis. Oui. Avouez que c'est quand même piquant, alors que l'occasion se présente, de récupérer dans un giron national, pour assurer notre indépendance, une entreprise stratégique, et d'être les bras ballants, et de laisser une décision de justice qui fait basculer ce qui était un joyau industriel entre les mains d'un investisseur chinois qui par ailleurs va dépouiller. Est-ce que vous savez que les salariés sont divisés? Comme toute Qu'il chose. y a des salariés qui souhaitaient la solution chinoise parce que ça préservait l'emploi. On va se parler. Une partie des emplois. On va se parler clairement. Il y avait 300 salariés sur place. Oui. La solution chinoise, c'est 50 à 60 salariés qui restent. Oui. Et de plus, et je crois encore ce que déclarait le maire de la commune de Vancorex, enfin, je veux dire, y compris différentes études qui ont été faites, c'est près de 6000 emplois dans la région qui vont être impactés par ça. Donc déjà, ça va avoir un impact social terrible, un impact stratégique évident. Et pourquoi l'État est resté inactif? Alors peut-être qu'il y avait évidemment, comme toute communauté humaine, différentes opinions, mais moi j'étais d'accord avec les deux salariés qui par ailleurs étaient liés notamment à des solutions de la Fédération industrielle de la CGT. Il y avait une solution qui existait. La décision de justice a été rendue alors que des investisseurs étaient en train de venir, et c'est terrible. Et là, ça nous montre comment il y a des paroles présidentielles qui disent attention, il faut essayer de construire une indépendance industrielle, une indépendance stratégique et une inactivité en vérité, et on laisse se désindustrialiser le pays, ce qui est la tendance depuis par ailleurs plusieurs dizaines d'années, hélas. Alexis Corbière, demain manifestation pour défendre l'état de droit à l'appel de plusieurs associations, de tous les partis politiques, enfin du PS, du Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, LFI participeront, vous aussi. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait trop de drapeaux palestiniens? Non, je dis ça parce que à chaque fois que la gauche manifeste, du moins au moins LFI, il n'y a que des drapeaux palestiniens. On ne voit plus que ça. Une récupération. Mais si. Non. Mais ne me dites pas non, je vois les images. Il y a eu des manifestations qui ont lieu régulièrement de solidarité avec la Palestine, et c'est une bonne chose. On a le droit, on a même d'un certain point de vue le devoir, de mon point de vue, d'un point de vue moral. Récupération, vous le savez bien. Non, je vous laisserai pas dire. Non, attendez. Qu'est-ce que vous évoquez? Le fait que, par exemple, on va parler clairement, dimanche dernier, il y avait alors, je voulais que je vous dise, le rassemblement de dimanche dernier, je veux pas être trop compliqué pour nos auditeurs, avait lieu en réaction à la décision de justice et à la manifestation organisée par le Rassemblement national et Marine Le Pen. Quel rapport avec la Palestine? Parce que le lieu où ce rassemblement a été appelé à 14h place de la République était le même lieu où à 15h devait avoir une manifestation classique en solidarité avec Gaza et les pro-palestiniens. Ce qui nous a amené des images classiques qu'il y avait des gens qui étaient venus pour manifester pour la Palestine qui étaient là. Alors, de grâce, vous qui êtes un journaliste précis, ne faisons pas le coup de dire regardez, en fait, il n'y a que des drapeaux palestiniens parce que c'était une manifestation pour la Palestine. Vous avez été hué, vous avez été sifflé, c'est un vous autre avez sujet. été qualifié de traître. D'accord. Mais pourquoi? Par qui et pourquoi? Alors, par qui? Par une centaine de militants de la France Insoumise. Et je m'adresse et après il y avait 1500, 2000 personnes qui même Sébastien Delogu qui est député LFI, il est insoumis à ma connaissance. Oui, il a filmé et même il souriait, ça le faisait marrer. C'est bien, au moins je l'ai fait rire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant on va aller sur le fond. Oui. Et si Sébastien Delogu m'écoute, qu'est-ce que c'est qu'il a hué quand on lui a demandé manifestement de la part de permanents de la France Insoumise de me huer? C'était 100 personnes. C'est que j'ai dit que face à l'extrême droite, il fallait une candidature commune du nouveau Front populaire. Que si nous étions divisés, nous allions perdre. Qu'importe les décisions de justice, l'extrême droite reste très forte. Des sondages nous disent que si j'additionne M. Dupont-Aignan, M. Zemmour et le Rassemblement national, c'est 45% au premier tour. Et si la gauche est divisée, nous allons dans le mur. Que le problème n'est pas de savoir qui est la plus belle tombe du cimetière électoral de la gauche, mais de savoir comment nous traçons un chemin de victoire. Je pense qu'il faut aller vers une stratégie qui nous rassemble. Vous voyez bien, il y a des appels qui sortent, certains parlent de primaires, comment on arrive à définir un candidat ou une candidate commune du nouveau Front populaire. Quand j'ai dit ça, 100 personnes sont mis à clamer « Non, Mélenchon, traître !» Ok, c'est un débat politique. Eh bien, je dis à ceux qui nous écoutent et qui êtes de gauche, si vous votez autre chose, ça vous concerne moins. Les amis, est-ce que vous pensez qu'à la prochaine élection présidentielle, il vaut mieux un candidat
commun, on y est arrivé aux législatives, qui aura un socle de 20 à 25%, qui peut être au second tour, qui peut au second tour battre l'extrême droite, ou est-ce qu'il vaut mieux aller tous diviser et se dire, moi, tu comprends, un tel, il a fait 15%, c'est super, alors que les autres, vous avez fait 5-6, mais on aura tous perdu. Voilà ce que je dis. Est-ce que je suis un traître? Je trahis quoi quand je dis ça? Je trahis quoi? Et je le dis, y compris fraternellement vis-à-vis de mes camarades de la France Insoumise, qu'ils viennent dans cette discussion. Hier, vous avez eu Boris Vallaud, des responsables du PS. J'ai un désaccord avec Boris Vallaud. C'est que lui, il veut l'union sans la France Insoumise. Oui. Eh bien, Alexis Corbière, il veut l'union avec la France Insoumise, avec tout le monde. Mais sans Mélenchon. Mais pourquoi dire sans quelqu'un? Non, mais je dis, parce pourquoi que je suis mais pour. Parce que lui. Non, oui, mais lui, il dit ce qu'il veut. Moi, ce que je dis, moi, ce que je dis, c'est qu'on va en discuter, y compris pourquoi pas rassembler 2-3 millions de gens pour décider. Là-dedans, la France Insoumise, ils peuvent venir et présenter leurs candidats. Et on va discuter des qualités et des défauts des uns et des autres. Vous évoquez le nom de Jean-Luc Mélenchon. C'est un candidat qui est connu de la part des Français, 3 élections présidentielles, qui a beaucoup de qualités, mais qui actuellement, c'est pas sûr qu'il soit le candidat qui permet de rassembler tout le monde. Est-ce qu'on peut en discuter ? Et je suis pour en discuter avec la France Insoumise. Et je tends la main à mes camarades insoumis. Vous êtes aussi une richesse de la gauche. Vous êtes une grande force de la gauche. Mais vous n'êtes pas que la gauche. C'est plus large que ça. On doit pouvoir créer des conditions d'une réelle convergence. Sinon, on va perdre. C'est François Ruffin qui est aujourd'hui le mieux placé pour fédérer un peu tout cela. Je suis allé au meeting de François Ruffin. Oui, J'y ai pris la parole. Il a fait un meeting de plus de 1000 personnes à Montreuil. Je suis pour qu'il s'avance et qu'il continue à dérouler. Ce qui est un peu... Et que ce soit lui. Mais que ce soit lui. Je suis très ami avec Clémentine Autain aussi, qui a fait savoir qu'elle souhaitait mettre à disposition, si je puis dire, s'il y avait un processus de désignation d'un candidat. Et Clémentine Autain aussi a des qualités. Il y a des personnalités au sein du Parti Socialiste. Moi, j'ai une certaine sympathie pour Olivier Faure, par exemple. Je souhaite que sa ligne politique soit reconduite au sein du Parti Socialiste. Marine Tondelier est une personnalité que je trouve intéressante. Lucie Castet. Et ce que je suis en train de dire, c'est pas de la langue de bois. C'est qu'à ce stade, je ne veux pas dire c'est lui ou alors je ne fais rien ou alors, vous voyez ce que je veux dire. Je suis pour que toutes ces énergies, tous ces talents, ils ont tous des qualités, ils ont tous des petits défauts, etc. Si nous traçons un chemin de victoire, je vous assure que même des gens aujourd'hui qui ne sont pas venus voter pour nous peuvent se dire tiens, qu'est-ce que c'est qu'il faut dire? On vient d'en parler. Défense de l'industrie. Il faut le partage des richesses, augmenter les salaires, des mesures de transition écologique parce que la planète et le climat est en train d'être fichus en l'air et c'est les catégories populaires qui dégustent en premier. Il faut en finir avec la 5e République. Oui, il faut un régime plus démocratique dans lequel les citoyens ont des droits nouveaux. Est-ce qu'on peut pas définir 10-12 points qui étaient dans nos programmes précédemment, qui rassembleraient et qui nous permettraient d'aller devant les Français? Parce que sinon, l'extrême droite va gagner. J'imagine la défense de la laïcité aussi. Évidemment, la défense de la laïcité, la défense de la 1905. Comment défend-on mieux la laïcité? Comment? Non, je vous dis ça parce que on parle beaucoup de l'entrisme des frères musulmans. C'est une réalité, l'entrisme des frères musulmans. Il y a aujourd'hui du fanatisme religieux qui existe en France, notamment de la part d'islamistes. Oui, cela existe. Oui. Et que voulez-vous dire par là? Mais c'est pas le cas, vous savez comme vous et moi, parce que vous êtes un homme précis, que les plusieurs millions de gens qui sont de confession musulmane n'ont rien à voir avec ça. Non, et que le régime de la suspicion générale, qui vise à tout amalgamer, est une folie qui ne fait que le jeu d'imbéciles ou de forces politiques d'extrême droite. Ça veut dire que on est islamophobe dès qu'on parle d'entrisme des frères musulmans? Parce que certains le disent. Certains disent, dès que vous parlez de cet entrisme, vous devenez islamophobe. Non, mais quand j'entends un rapport à l'Assemblée nationale, fait notamment par Julien Audoul, député du Rassemblement national, sur l'entrisme des frères musulmans dans le mouvement sportif, sujet intéressant, mais qui ne me donne pas un chiffre, pas un nom de club, rien. Que tout ça est un ensemble de généralités. Ça existe ou pas? C'est un ensemble de généralités. Je dis que c'est sans doute très anecdotique et que je demande qu'on me donne des chiffres précis. Je peux vous dire, moi, en Seine-Saint-Denis, dans ma circonscription, je ne connais pas d'association sportive où il y a de l'entrisme des frères musulmans. Mais cela existe sans doute. Ce qui existe, on va aller se dire directement, il monte aujourd'hui, y compris parmi nos concitoyens de confession musulmane, comme une exaltation et même un fanatisme religieux qui développe des idées qui sont contraires. Moi qui suis un républicain, à l'égalité entre les hommes et les femmes, etc. Mais une fois qu'on a dit ça, non mais c'est ça la laïcité. Je vais vous dire une chose, et je ne fuis pas le problème qu'il y a sans aucun doute des gens de confession musulmane qui sont hostiles à la laïcité. Mais là, il y a un sujet qui vient de s'ouvrir sur les établissements privés catholiques, dans lequel on s'aperçoit au sein d'établissements privés catholiques que depuis des années, voire même des décennies, il y a des comportements qui sont contraires à toute valeur de la République. Propos homophobes, propos violents, etc. Et qu'on s'aperçoit qu'on est resté les bras
bras ballants les pouvoirs publics par rapport à ça. Des enquêtes sont ouvertes. Tant mieux. Mais il y a moins de gourmandise de la part de certains que de nous dénoncer à ceux qui dénoncent l'intrisme islamiste dans les clubs sportifs, que de s'apercevoir du comportement profondément anti-laïque et anti-républicain aussi au sein d'institutions catholiques. Et pourtant, je vais vous dire une chose. Les catholiques sont favorables à la laïcité. Ce que je n'aime pas, c'est l'amalgame. Les gens qui sont croyants ou pas croyants, faut arrêter de... Il n'y a pas de religion anti-républicaine, fondamentalement, dès le départ, qui sont incompatibles avec la République, pour le dire comme ça. Donc, une fois qu'on a dit ça, je suis favorable au respect de la loi de 1905, c'est-à-dire pas de financement public des religions. Et les mêmes qui nous font la leçon, je vais citer un nom, les Éric Ciotti qui me parlent toutes les 5 minutes de laïcité. Quand le 15 août, ils vont sur des cérémonies religieuses, notamment dans le sud de la France, pour faire de la drague électorale vis-à-vis de nos concitoyens, notamment catholiques, ces gens-là ne respectent pas la laïcité. D'accord ? La laïcité, c'est pas à géométrie variable. Quand Robert Ménard à Béziers, ville que je connais, organise une messe dans les arènes sur des panneaux municipaux et que le maire est au premier rang, il ne respecte pas la laïcité. La laïcité, elle n'a de sens que si elle est pas à géométrie variable. Elle est la même vis-à-vis de toutes les religions. Et donc les mêmes qui sont toujours en train d'avoir des propos hostiles vis-à-vis des musulmans sont d'une complaisance et d'une drague totale vis-à-vis de la religion catholique. Moi, je suis de culture catholique, d'accord ? J'ai été baptisé. Et vous n'avez aucune complaisance, avec... C'est pas ça. Avec l'Église chez elle, l'État chez lui. Et les croyants ne sont pas une clientèle que des hommes politiques doivent venir draguer. Vous savez très bien qu'il y a aujourd'hui une influence frériste chez les musulmans et qui nous dit que la charia est plus importante que la République. Vous le savez bien. Mais j'affirme à ce micro que tout ça est extrêmement anecdotique et que si des gens le disent, ils doivent être punis par la loi, bon sang. Mais je veux dire, ce n'est pas le cas. Non, mais je veux dire, de quoi on parle ? De choses, et je le dis à ce micro, évidemment que les services de renseignement, et je discute avec certains services de la police dans mon département, si cela a lieu, punissons-les, etc. Mais ne faisons pas croire que c'est le problème que nous avons à affronter. Dernier sujet, Marine Le Pen devrait-elle aujourd'hui quitter la vie politique ? Elle sera déchue de son mandat local, des conseillères départementales du Pas-de-Calais. Est-ce qu'elle devrait quitter la vie politique? Mais ça la concerne. Par contre, il y a une décision de justice qui a été rendue, qui est grave, qui dit que pendant près d'une dizaine d'années au moins, plus que ça, il y a un système qui a été mis en place de détournement d'argent public de 4,1 millions d'euros. La défense qui a été choisie de la part du Rassemblement national a été de dire ce n'est pas vrai, ce n'est qu'un désaccord administratif. Madame Le Pen est même venue le dire à TF1. À tel point d'une négation et d'une incompréhension du problème que la juge a dit mais elle va recommencer vu qu'elle ne comprend pas ce dont on lui parle. Et donc elle a prononcé une mesure d'exécution provisoire pour dire cette dame n'est pas en capacité de gérer de l'argent public. Donc c'est le fond du problème. Donc moi je défends la décision de justice qui a sa cohérence. Après, Madame Le Pen, elle peut être inéligible et continuer à faire de la politique. C'est quoi cette histoire ? On ne fait pas que de la politique pour être élu ou alors rien. Ou alors c'est absurde. Donc, je veux dire que tout le monde se rassure. Le Rassemblement national, qui est un parti que je combats mais qui est démocratiquement accepté, aura des candidats aux élections, pourra se défendre. Vous inviterez des gens. Vous pouvez même inviter Madame Le Pen à s'exprimer même si elle n'est éligible. On ne parle pas de l'interdiction d'un courant politique. On parle d'une décision de justice qui a sa cohérence suite à un système de détournement d'argent public. Et je voudrais terminer sur une chose. Parce que j'entends dire il n'y a pas d'enrichissement personnel. Ce n'est pas vrai. Il y a eu l'enrichissement d'un clan, et c'est ce que nous dit la juge, qui s'est octroyé des salaires extrêmement significatifs. 9 000 euros de salaire, des mi-temps à 5 000 euros. Est-ce que les petites gens qui votent Rassemblement national acceptent qu'il y ait un système où un petit clan, ou pourtant Madame Le Pen, s'octroie de tels salaires ? Donc le système était indigne, il a été mis en lumière par la justice. On en est là. Merci Alexis Corbière, il est 8h59, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio.